Écoute ça. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous Common Leaders, le terrain de jeu des professionnels de la communication, de ceux qui veulent tous ensemble et collectivement comprendre les mutations du métier, échanger la vision de la communication, mais aussi sa mission, et aussi faire grandir ce métier qui parfois, paradoxalement, est en manque d'image. Donc, c'est que de la com, quoi. Et pour ce premier épisode, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Olivier Simelière. Bonjour Olivier. Bonjour Cindy. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis ravi d'inaugurer ce nouveau format qui va être, je pense, un bon succès auprès des pros de la com. Bon, Olivier, déjà, je vais me permettre de te présenter. Donc, en 2 mots, tu es un journaliste communicant. J'ai lu ça. On me dit littéraire dans l'âme. Oui. Journaliste de formation, communicant de profession. Donc, tu as effectivement commencé ta carrière en tant que journaliste, notamment à la radio, sur Radio France, RMC. Et puis, tu es passé de l'autre côté du micro en étant directeur communication dans de grands groupes comme Nestlé Waters, Ericsson, Google, Ipsos. Tu as aussi fait la case agence. Tu as monté le blog du communicant. Bon, c'est très intéressant tout ça. Est-ce que tu aurais une petite info, un petit talent caché, une info dont tout le monde se fout sur toi? Talent caché, je crois pas en avoir, mais j'ai une passion que ceux qui me connaissent bien connaissent, mais que je peux révéler à plus grand nombre, c'est celle d'être un supporter invétéré du Paris Saint-Germain. Ah, du foot. Bon, et comment ça va le Paris Saint-Germain en ce moment? Il y a des hauts et des bas, on va dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous accompagner pour ce premier épisode de Common Leader. Ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir un expert comme toi de la communication. Et puis, d'autant que nous avons un scoop. Olivier, tu vas bientôt sortir un livre où tu te poses la question, la communication d'entreprise va-t-elle mourir? Bon, alors, est-ce que tu peux nous répondre tout de suite à cette question? Parce que sinon, on va avoir un petit problème chez Common Leaders. Il va falloir qu'on revoie notre ligne éditoriale. Non, alors Comment ça se je passe? te rassure, la vie d'obsèque n'est pas pour aujourd'hui. J'ai volontairement posé cette question, et d'autres d'ailleurs, dans le livre que j'ai fini de rédiger, parce que la communication, à mon sens, arrive à un vrai tournant. Ça fait grosso modo 30 ans que la fonction existe, enfin est née et s'est déployée dans les entreprises. Elle s'est professionnalisée, clairement, c'est plus ce que c'était au tout début, que j'ai connu. Mon grand âge m'a fait connaître tout ça. On est vraiment maintenant sur des structures pro, mais je trouve que la communication n'appréhende, n'embrasse pas assez encore tout le potentiel qu'elle a et qu'elle peut apporter pour le business d'une entreprise, pour sa réputation, pour son influence. On est souvent encore trop réduit à ce que j'appelle la boîte à outils. C'est-à-dire, dès qu'un problème de com se pose, souvent on a le réflexe, on va faire une brochure, un site, une opération RP, etc. Mais on oublie un peu que la com, sa finalité, c'est pas tant de livrer des outils, ils sont nécessaires évidemment, mais c'est de se poser des questions, d'observer les tendances, d'essayer de relier les points, comme le dit la formule anglaise connecting the dots. J'adore cette expression parce qu'elle dit vraiment d'analyser, de recouper, ce que fait d'ailleurs un journaliste lorsqu'il écrit des articles, et c'est pour ça que j'ai toujours eu d'ailleurs cette culture d'observer, d'essayer de comprendre et de comprendre ce qui peut constituer des opportunités pour une entreprise en termes de communication, et également les signaux faibles, soit de crise ou en tout cas de polémiques qui pourraient entacher la réputation ou ralentir la marche de l'entreprise. On est tous le nez dans le guidon, et on a du mal à lever la tête, et ce qui fait que la communication, parfois, elle est perçue comme un truc un peu artificiel ou un peu volatile. C'est de la com, quoi. C'est de la com. L'expression consacrée, c'est avec ça que je débute le livre, c'est l'expression du coup de com'. Et c'est généralement le mot qu'on envoie à quelqu'un quand il veut faire passer une idée ou faire une action. Tout ça, c'est un coup de com', c'est pour faire parler de toi, ça ne sert à rien. Et moi, je voudrais vraiment qu'on s'extrait de ça, parce qu'il y a des enjeux autour de l'entreprise aujourd'hui auxquels elle ne peut plus échapper. On pourra y revenir, mais elle ne peut plus s'affranchir du débat et juste se contenter de communiquer.
Eh bien, écoute, je te propose d'y revenir tout de suite. On va passer à la première partie de cette émission. D'accord? La com, c'est un métier. Alors, on va commencer effectivement tout de suite dans le vif du sujet, le métier de la communication. Alors, dans ton ouvrage, effectivement, tu nous dis, la com n'est pas un paravent cosmétique, ça n'est pas un décorateur en chef, une boîte à outils, ça n'est pas un pompier en cas de crise. Finalement, ça n'est pas de la com crayon de couleur, j'allais dire. Alors, finalement, le métier de la communication, concrètement, c'est quoi? Et qu'est-ce que le DIRCOM doit vraiment maîtriser comme sujet fondamentalement? Bah, le métier de la com, de par sa position, puisqu'il est quand même à la croisée de toutes les parties prenantes qu'une entreprise peut connaître, que ce soit l'interne, avec tous les collaborateurs, et l'externe. Alors là, il y a les clients, les fournisseurs, les médias, les autorités de tutelle, les associations, enfin bref, ça dépend après des secteurs d'activité, mais c'est assez varié. Le communicant, il est censé de toute façon être au contact, plus ou moins, mais de ces différents publics. Il a une vision presque 360 des choses, puisqu'il entend beaucoup de sons de cloche. Il entend beaucoup de commentaires positifs, négatifs, et en même temps, il est très proche de la direction. C'est vraiment pour moi un consultant, enfin même un sparring partner de la DG, pas que du PDG. Hein. Mmh. Il ne doit pas se transformer uniquement au service du PDG. Il est fondamental, bien sûr, ce soutien, mais c'est vraiment soutien du COMEX parce qu'il a cette vision globale et il doit être en même temps à l'affût de tout ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise, interne et externe, et en fonction de l'ADN de l'entreprise, de sa culture, de son activité, de ses objectifs aussi business, c'est de trouver la bonne voie pour faire entendre sa voix auprès des salariés, auprès des autres cibles qui ont besoin de comprendre ce que l'entreprise fait et où elle va. Et c'est vraiment voilà, d'être à la croisée des chemins. Et ensuite seulement, bien sûr, il met en place des dispositifs, des sites web, des conférences de presse, des roadshows. Enfin, bon, après, ça dépend Donc vraiment. l'écoute, hein, d'abord, écouter Ah, toutes les pour moi, parties c'est l'écoute, mais prenantes. Mmh, l'écoute active en plus. mmh. C'est-à-dire pas simplement écouter puis dire bon, ok, ils ont dit ça. Pour moi, ça va plus loin. On doit être même dans la recherche c'est une phrase, enfin un mot fort que je mets dans le livre, de l'acceptabilité. Plutôt Ouais. qu'essayer de se faire aimer à tout prix, en faisant des super campagnes, super léchées, et dire regardez, on est les plus beaux, on est les meilleurs. Faisons-nous déjà accepter, montrons les efforts que l'on fait, montrons la façon dont on résout certains problèmes pour les communautés, mais aussi comment l'entreprise s'améliore, notamment sur l'environnement, parce qu'on sait que toute activité, de toute façon, génère des impacts, et ces impacts, il conviendrait déjà de les résorber plutôt que d'aller compenser avec des plantations d'arbres un peu partout sur le monde. Vraiment de travailler sur soi et de montrer que voilà, l'entreprise, elle est utile, elle a un rôle dans son écosystème et que les gens déjà l'acceptent. Un peu comme dans un immeuble où on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes rythmes, mais on essaie de se respecter les uns les autres. Moi, pour moi, c'est vraiment le premier pas. Ensuite, si l'entreprise est aimée, adorée, c'est encore mieux, mais c'est la cerise sur le gâteau, ça. C'est ça le succès d'un DIRCOM, de faire en sorte que son De faire entreprise passer soit ces aimée. idées-là, Mmh. c'est pas lui tout seul avec ses petites mains qui va faire tout. Il va être ensuite catalyseur, il va essayer de mobiliser des énergies, il va suggérer des idées. Il va être aussi de temps en temps, c'est pas le rôle qui est le plus apprécié parfois, mais moi en tout cas je l'ai toujours défendu. M'a coûté parfois quelques remarques, mais d'être un peu un aiguillon, pas un empêcheur de tourner en rond pour simple fait de contredire, mais de simplement montrer qu'il y a certaines voies un peu dangereuses, un peu borderline, mais qu'il y a des solutions, qu'on peut arriver à retourner le problème de manière plus constructive. Alors, tu as dit que la com s'était professionnalisée et toi qu'en fais depuis 30 ans. Euh, Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Et pourquoi, et pourquoi tu dis qu'aujourd'hui, justement, la com est finalement plus puissante et à voix au chapitre, notamment dans les comités de direction? Est-ce que, pourquoi ça a changé? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre justement plus de poids dans les entreprises? Alors, la com, en fait, est apparue, on va dire, pour oui, pour les plus récents, fin des années 70, début des années 80. Et c'était un contexte bien particulier. C'était le contexte où l'entreprise était un peu sublimée, rendue magique. Il y avait même à l'époque l'émission de Bernard Tapie qui vraiment l'entreprise c'était le truc, la hype du moment comme on dirait.
aujourd'hui, et c'est là où les premières fonctions de com sont arrivées. Ça a coïncidé aussi avec une médiatisation de plus en plus importante. C'est l'époque des premières chaînes info. C'est Mhm. l'époque où apparaît en France France Info en 87 et un cycle médiatique beaucoup plus rapide. Donc, les entreprises étaient vraiment des bons clients pour les médias et voilà, la fonction s'est créée comme ça. Sauf qu'après, bon, ça s'est compliqué, il y a eu des crises, les entreprises ont commencé à faire des plans sociaux, mais il a fallu continuer à expliquer. Et bah, de fil en aiguille, ça s'est professionnalisé. C'est vrai qu'au tout début, la com, c'était juste les petits fours, le champagne. C'est pas une Ça nous colle caricature, encore à la ça nous peau, hein. colle encore à la peau, mais c'est pas une caricature, je l'ai vu. Donc c'était le cas, et ça se résumait à ça. Puis progressivement, bah, il y a eu en interne les journaux d'entreprise. Alors même si historiquement les journaux d'entreprise, ça remonte à bien plus longtemps, même dans les années 20, Peugeot, par exemple, le groupe Peugeot avait un journal d'entreprise qui parlait aux collaborateurs. Donc on n'invente rien, mais ça s'est vraiment professionnalisé. Et puis technologiquement, les communicants ont eu accès à de plus en plus d'outils, la vidéo, l'audio, le web, les réseaux Les réseaux sociaux, sociaux. et c'est pas fini parce que maintenant l'intelligence artificielle va apporter un nouvel élan et une nouvelle dimension. Bref, on s'est professionnalisé et on a été aussi plongé dans un contexte de plus en plus où l'entreprise est observée. Mm. Surtout depuis les réseaux sociaux, où là, quiconque maintenant peut devenir un émetteur. Alors, plus ou moins pertinent, ça, on peut le discuter, mais l'entreprise, dans ses messages, elle peut tout à fait se faire critiquer ou contredire, parce que maintenant, les gens ont accès à de l'information, à du contenu, et engagent plus facilement le dialogue ou l'adversité, parce que tout le monde n'est pas dans une démarche de dialogue, mais en tout cas, l'entreprise est observée, qu'elle le veuille ou non. Et plus récemment, est-ce qu'il y a eu un effet Covid de la mission de la com, justement? Je pense à la com interne. Tu parlais des employés. Est-ce que ça a remis un peu la com au premier plan? Honnêtement, non. Ça a montré une chose, à mon sens, le Covid. Techniquement, on a su même continuer la com, hein, notamment la Bien com sûr, interne, qui était absolument fondamentale à cette période, parce qu'il fallait bah, déjà rassurer les rassurer gens, les... maintenir l'activité, essayer de leur donner de la perspective. Mais finalement, c'est le rôle de la com interne hors période de crise aussi, hein. Bon, là, c'est plus aigu parce qu'il y avait quelque chose de stupéfiant qui nous tombait sur la tête. Mais le Covid a surtout révélé la nécessité de maintenir la cohésion. Et on le voit avec l'introduction du télétravail, et on voit le nombre d'articles aujourd'hui qui se multiplient en disant mais le télétravail, on va peut-être y revenir moins fréquemment parce que bah, on a des équipes qui sont de plus en plus dispersées, qui ont de moins en moins de points de rencontre. Or, une cohésion interne, ça se fait aussi en travaillant ensemble, en étant autour d'une table, autour d'un café, quel que soit le mode. Et ça, ce risque de dilution, il est vraiment Il est fort. réel. Mm. Ça, c'est un point, effectivement, qui d'ailleurs soucie les directions générales, parce que bah, la cohésion, c'est source de performance, c'est source de créativité, ce que n'offre pas le travail à distance. Il est très bien quand on a besoin de se poser et de ne pas être interrompu, D'écrire un mais livre. écrire un livre, par exemple, mais au quotidien, lorsqu'il s'agit d'échanger et voilà, de mener des actions, à un moment donné, on est obligé, alors, surtout nous-mêmes les communicants, mais c'est propre de toutes les équipes. Et pour revenir sur le rôle fondamental du DIRCOM, donc tu parlais beaucoup d'écoute, donc d'information, de comprendre les informations aussi bien à l'interne qu'à l'externe, et tu mets même que tu parles de finalement d'un veilleur stratégique de la sismologie des tendances et des signaux faibles. Donc ma question c'est très concrètement, quels sont les technos que doit maîtriser la com comme technologie pour arriver justement à avoir ce système d'écoute et aussi si tu peux nous parler du futur, peut-être qu'est-ce que l'IA va changer les choses dans cette transformation digitale, comment ça va se passer pour nous communicants? Alors, il ne s'agit pas déjà de se transformer en Madame Irma de la com. Tous ceux qui se livrent aux prédictions, généralement, ils se loupent. Ça évolue très vite. Et puis, parfois, on a des choses qui retombent comme un soufflet. Je prends un exemple, le métavers, où tout le monde, il y a encore 2 ans, se précipitait là-dedans, achetait des terrains, menait des projets, puis on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Même Meta, même Zuckerberg recule. Alors, il n'abandonne pas tout, mais il recule.
Donc, c'est pas le propre d'un DIRCOM. Et le propre d'un DIRCOM, c'est pas de maîtriser toute technologie, d'être un homme orchestre qui sait tout faire. Bon, il y a des compétences après qu'on peut aller chercher et qui savent encore mieux faire, mais c'est de comprendre ce qu'une technologie comment elle va impacter la communication entre l'entreprise et ses parties prenantes. Je vais prendre un exemple, peut-être pas l'IA parce qu'on est encore aux prémices et que Mmh. tout n'est pas encore défini, même si on a déjà quelques idées vers quoi ça va s'orienter. Mais je vais prendre les réseaux sociaux. Quand ils sont apparus, on se disait chouette, c'est génial, ça va être le grand dialogue, ça va être, On va on, avoir une audience infinie. voilà, on va même pouvoir s'affranchir en partie des médias parce qu'on Bien va sûr. pouvoir parler directement à nos clients, à nos cibles privilégiées, etc., etc. Et puis, bah, on a vu que chemin faisant, les réseaux sociaux sont en fait le reflet des relations humaines. C'est qu'il y a du bon, évidemment, ça a apporté plus de proximité dans certains cas, mais ça a apporté aussi un champ beaucoup plus complexe pour se faire entendre entre l'infobésité d'un côté où tout le monde produit des contenus à profusion et on ne sait plus où on est et on arrive même parfois à ne plus émerger du tout, Mmh. et de l'autre une cacophonie beaucoup plus grande où tout va très vite, trop vite même, où on est attaqué pour le moindre truc, Mmh. parfois sans preuve et avec une très mauvaise foi, mais qui contraint à réagir en permanence. Sans parler des fake news que Sans ça peut parler alors des fake générer. news qui maintenant en Mmh. plus atteignent de plus en plus les entreprises. Elles ont toujours eu hein, ce genre de boulet parfois à leur basque, mais aujourd'hui c'est de plus en plus fréquent. Et ça, le rôle du DIRCOM, bah, c'est d'essayer de comprendre ce que ça peut induire dans la façon que l'entreprise va se raconter et se positionner. Voilà, c'est Et vraiment de ça, c'est comprendre des ça. outils, de Bah, il y a des veille, outils de de veille, listening, exactement, il y a de des outils de social listening, de mmh. veille, etc. Et c'est pas juste installer ces outils lorsqu'on est en crise ou lorsqu'on est confronté à une grosse controverse. Au contraire, il faut profiter du temps calme pour comprendre déjà qui sont nos publics, qui sont nos écosystèmes autour de nous, qui est réellement influent et qui ne l'est pas. Parce que parfois, on s'aperçoit qu'on a des acteurs qui font beaucoup de bruit, puis en fait, ils sont tout seuls dans leur petit Ouais. coin Mmh. à s'agiter et à rameuter uniquement une dizaine de personnes, mais le miroir déformant parfois des réseaux sociaux fait qu'on se dit attention danger. Et à contrario, il y a des nœuds d'influence peut-être un peu moins visibles de prime abord sur les réseaux sociaux, mais qui, eux, savent très bien utiliser les chambres d'écho digitales et mener des actions, généralement c'est plutôt contre des entreprises. Donc c'est une affaire de perspective, trouver la bonne perspective, temps Exactement. court, temps Et long, être très hem, pragmatique, hein. C'est pas de la magie, c'est pas voilà, d'essayer d'inventer des trucs ou de paraître plus intelligent que les autres, c'est pas du tout ça. C'est d'observer. Et je reviens d'ailleurs à ce que j'ai appris en tant que journaliste, parce que c'est ce qu'on nous apprend, ouais, c'est sur une situation donnée où on va, c'est d'observer. ouais. Sachant qu'on n'a jamais l'explication complète, hein. On a notre propre subjectivité déjà, nos propres biais, mais c'est d'observer, d'essayer de relier au plus près et de remettre ça en perspective, ce que ça signifie pour l'entreprise. Comment elle doit se positionner. Par exemple, on a vu les jeunes générations qui sont de plus en plus cyniques par rapport aux employeurs ou qui Mmh. demandent de plus en plus de preuves concrètes dans leurs engagements RSE. Ça, c'est une dimension qui n'existait que peu ou prou il y a 10-15 ans et qui n'était pas un levier majeur. Aujourd'hui, avec les jeunes, alors pas tous, hein, encore une fois, pas de généralisation, mais c'est une Mais tendance il y a un forte. Il y mouvement a un mouvement, on effectivement. l'a vu dans Mmh. les grandes écoles Mmh. notamment. C'est moins vrai pour ceux qui sont peu diplômés ou pas diplômés. Eux, avant tout, c'est de trouver un job et de Mmh. quoi subvenir à leur vie quotidienne. Mais pour ceux qui ont fait des études supérieures, c'est vrai, c'est une vraie dimension. Et ça, les entreprises ne doivent pas la louper. Mmh. Sinon, elles se décrochent. Si elle la Euh, voit maintenant, c'est presque trop tard finalement. ah Fallait bah, peut-être se réveiller un petit peu, oui, et puis de le faire concrètement ouais. et pas juste non plus, encore une fois, côté décorateur, je fais des jolis trucs. Ça Je marche plante plus, ça. des arbres. Je plante des arbres, par exemple. Eh bien, merci Olivier. On va passer à la phase 2 de cette interview, si tu le veux bien. D'accord. La com est un pouvoir. Olivier, c'est quoi le super pouvoir de la com? Bonne question. D'abord, à la com, on lui prête des pouvoirs, effectivement, et pas toujours de bon aloi, et pas toujours positifs. Pour beaucoup, la communication, c'est de la manipulation, c'est des trucs pas très nets, c'est du greenwashing. Alors, je vais pas dire le contraire, ça existe. Et notamment dans le milieu politique, ce sont les fameux spin doctors
qui joue avec les méandres de l'opinion pour essayer de positionner un candidat, et quitte à dire complètement l'inverse de ce qu'il avait dit 6 mois plus tard. Et c'est comme ça d'ailleurs la com a gagné cette piètre réputation. Les entreprises sont pas exemptes non plus de défauts, hein. Les énergies fossiles, voilà, on voit ce qu'ils font. Il y a eu l'industrie du tabac qui a été malheureusement tristement célèbre pour tous ces excès où ça allait jusqu'à fausser des études scientifiques ou carrément payer des études fausses, Ouais. mais qui promouvaient l'usage du tabac et dans le cadre de justement de communication. Et ça, effectivement, ça a marqué l'opinion publique. Quand on dit communication, généralement, c'est pas toujours très flatteur. Pourtant, c'est dommage parce que la communication, si on revient à sa sémantique, son étymologie latine, communiquer, c'est partager, mettre en commun. Donc, on est vraiment quelque chose dans une dualité, mais bilatérale, vraiment. Mm. C'est un dialogue, c'est un échange. C'est le commun. D'ailleurs, dans C'est, communication, il y a commun. exactement, Mm. c'est la racine même. Et c'est le but, c'est de communiquer, d'échanger, de dialoguer, d'être d'accord, pas d'accord, et puis de trouver un terrain conjoint, convergent, où chacun pourra, continuer à œuvrer tout en respectant au maximum les autres. C'est vraiment ça le fondement. Et ça, la communication, c'est l'art d'apporter des informations et c'est d'écouter et puis c'est de trouver des consensus. Pas des consensus mous, hein, mais vraiment quelque chose qui permet la cohésion d'un public, d'un écosystème. Puis dans notre nouveau monde, hein, c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir de l'information en commun, c'est presque déjà un exploit. Quand on voit dans une société où on est un peu polarisé, où finalement on a de moins en moins de vérités communes, c'est quand même un super pouvoir qui est super important. Alors, je ne sais pas si c'est un pouvoir, mais en tout cas, c'est un rôle majeur que Ouais, la communication doit continuer à mettre en œuvre. C'est vrai, tu parles de polarisation, c'est un vrai souci, y ouais, compris pour les entreprises, bien parce sûr. qu'aujourd'hui, tout devient blanc ou noir. Il n'y a plus de nuances ou de pondération. On est tout de suite sommé de se ranger dans un camp ou dans un autre, et à partir de là, de taper sur l'autre qui ne pense pas comme nous. Ouais, t'es avec moi ou Et contre moi. voilà. Et les entreprises sont prises dans cet engrenage aussi. Mm. Alors, bien sûr, les plus célèbres, parce que les plus petites entreprises, les PME par exemple, les ETI, ont une meilleure image globalement, parce que d'abord, déjà, il y a ce sentiment de proximité. Ouais. Elles sont souvent dans un écrin régional, voilà, elles n'ont pas vraiment la Comme même en histoire. politique, hein, où on voit qu'on croit plus du tout au gouvernement, mais les maires, en Les, revanche, les sont maires ont encore encore. une bonne cote, quoique malheureusement les agressions contre les maires ont quand même substantiellement augmenté ces dernières années. Mais effectivement, il y a ce décalage, cette asymétrie, alors que la grande entreprise, alors la multinationale, j'en parle même pas, c'est tout de suite vu comme un rouleau compresseur qui détruit tout. Alors oui, il y a des multinationales pas forcément très vertueuses, et il y en a d'autres qui, en revanche, essaient de faire les choses le mieux possible. Personne n'est parfait. Mais dans ce contexte de polarisation, l'entreprise devient vite une cible de choix. Et du coup, pour créer du commun, c'est quoi la qualité idéale du DIRCOM? Ouais, c'est d'avoir de l'empathie, du goût pour les autres, de l'écoute. C'est surtout pas être justement dans sa tour d'ivoire à faire que de la stratégie, et puis de se mettre en espèce je sais pas quoi, de Raspoutine communicant qui va faire des coups et ça va marcher, déplacer comme on Mmh. voit un peu dans les séries Ouais, sur les. Littlefinger dans Game of Thrones qui est Oui, alors par exemple, bon, moi je pensais à House of Cards, par exemple, parce que ça illustre bien. Alors c'est la politique à nouveau, ouais. mais certains dans les entreprises se voient aussi un peu comme ça. Ça, c'est non, c'est un communicant au contraire, il doit aller au contact des autres et puis aller sur le terrain. Ça, c'est un autre gros problème pour les grosses entreprises, c'est que le DIRCOM souvent n'a plus le temps d'aller sur le terrain, d'aller dans l'usine, de tourner Mmh. avec un commercial, d'aller voir même des clients. Moi, j'ai eu la chance de le faire chez Nestlé Waters, parce que c'était dans le cadre de notre revue interne internationale que j'évoque dans le livre, parce qu'on avait les moyens à l'époque d'aller sur un marché, de tourner pendant 4 jours et de comprendre la réalité de ce qui se passait et de la restituer aux autres marchés. Et à tour de rôle, on faisait comme ça des visites. Bah, Et ça écoute, permettait de créer une histoire commune, justement. moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors bon, je comptais pas en parler, mais pour rien te cacher, il y a pas très longtemps, donc chez Cision, hein, je travaille, chez Cision, je suis allée voir, comment on scannait les journaux qui arrivaient à 3 heures du matin dans les usines pour que les revues de presse arrivent dans nos boîtes aux lettres,
par mail à 5h30 Ben, du matin. c'est un C'est excellent, impressionnant, c'est ouais. une On se rend excellente mieux compte. posture. Et d'abord, en plus, ça aide dans notre métier de communicant parce que ça nous aide à d'abord mieux comprendre déjà l'activité de l'entreprise, mais à mieux la raconter, la rendre plus accessible à des publics qui sont pas forcément eux au fait des différentes choses. Et bah, je prenais l'exemple de Nestlé Waters, mais bah, ça m'aidait vraiment ensuite, parce que j'avais aussi de Ouais. l'externe à faire, à expliquer les différences entre les marchés asiatiques, les marchés nord-américains, la culture de l'eau qui n'était Mmh. pas la même. Si j'avais pas été sur le terrain, Ouais. bon, j'aurais peut-être donné à minima quelques indications, mais le communicant est vraiment là, c'est un Ouais, passeur, ça se voit vraiment pas un sur les passeur. réseaux sociaux ça, Euh, Pas vraiment, non. Mais les réseaux sociaux, je me demande si c'est vraiment le lieu d'information. de moins en moins idéal. Peut-être Blue Sky, qui j'ai l'occasion de tester là depuis quelques temps, où c'est beaucoup plus apaisé. Alors forcément, on est moins nombreux. L'accès se fait que sur invitation. C'est le nouveau X. Et oui, enfin, on retrouve plein de fonctionnalités très similaires, sauf qu'on ne peut pas mettre de vidéo. Enfin, c'est un petit peu plus limité pour l'instant. Ouais, Mais dans l'esprit, en tout cas, c'est le Twitter du début, ouais. où Où on arrive à là, on échanger. arrivait à échanger. C'est poli. Et c'est anonyme ou pas? Non, Ah, non, ça non. ça joue Alors, aussi. c'est anonyme dans le sens où on peut avoir un pseudo, etc., Ouais, mais c'est sur invitation. Donc les d'accord. personnes qui donnent une invitation, quelque part, sont un peu la cooptent les personnes qui viennent. Et si vous cooptez des gens qui viennent mettre le bazar, vous allez avoir des nouvelles de Blue Sky et qui soit vous retirera votre profil ou vous donnera plus d'invitation. Donc c'est plus posé. Franchement, Ouais. je retrouve l'esprit qu'il y avait au début de Twitter, où on pouvait Et tu avoir as des été petites tout au polémiques. début, toi, je Moi, me je m'y suis mis souviens. en 2009, mon Ouais. premier tweet. Mmh. Donc effectivement, je ne suis pas tout début, parce que c'est 2006 Mmh. Twitter, mais ça aussi c'est le rôle d'un DIRCOM, par exemple, Ouais. d'aller D'aller voir les nouveaux explorer. outils. Juste comme ça, Faut être curieux. manipuler, tripoter un outil, se laisser aller, ne pas se dire oh là c'est trop compliqué. Aller voir, se laisser perdre dans les Mmh. nouveautés et faire sa propre expérience. Puis Ouais. après, on peut consolider effectivement si on veut, mais c'est vraiment d'aller voir. C'est un Comme peu comme l'IA, hein, c'est moins fantasmé une fois qu'on a les mains Mais l'IA, dans le c'est cambouis. exactement Mmh. pareil parce que, bon, déjà, il y a un traitement médiatique un peu anxiogène aujourd'hui où l'IA va complètement remplacer l'humain dans plein de fonctions. L'IA, il va remplacer, oui, certains postes qui n'ont pas de valeur ajoutée particulière, mais c'était le cas des robots dans les usines, et pourtant il y a encore des hommes, alors certes moins, mais le rôle de l'humain a été déplacé vers plus de valeur ajoutée et moins de répétition. L'IA, ça va être peu ou prou la même chose. J'ai interviewé sur mon blog Carole Layet, qui est une personne remarquable, Mmh. docteur en sciences du langage et qui étudie l'intelligence artificielle depuis maintenant un paire d'années. Et elle m'a dit une chose qui m'a vraiment frappé. Elle me dit, vous savez, depuis 20 ans, j'entends dire les traducteurs sont morts avec l'intelligence artificielle. Mmh. Effectivement, aujourd'hui, on a des outils de traduction automatique, type DeepL par exemple, qui vont très Qui vite fonctionne bien. et qui Mmh. permettent, le tout venant, de vraiment ne plus avoir à recourir effectivement par un interprète ou un traducteur. Dont acte. Mais pour que cette IA fonctionne, encore faut-il qu'il y ait des traducteurs qui composent les corpus de données sur lesquels on va Et qui entraîner travaille en amont. et qui travaillent en amont, et que ça soit pertinent, et que ça colle avec l'air du temps, et que ce soit les bons idiomes, etc., etc., et qui feront que l'IA, au final, sera intelligente dans le sens où elle retranscrira de manière appropriée. Et puis, il faut des traducteurs en aval pour vérifier que ce que l'IA Ouais. produit correspond bien au résultat désiré. Alors, effectivement, Et pour la com, ça va se déplacer vers quoi alors? pour la com, c'est assez difficile à dire. Je pense que dans la production de contenu très récurrent, Mmh. par exemple des choses qui sont très répétitives, des bilans financiers, des choses comme ça, où c'est un peu toujours la même structure, Mmh. effectivement, on pourra recourir à de l'IA. Ça n'empêchera pas que l'humain, de toute façon, reliera toujours derrière. Parce qu'à un moment donné, il y a les différences culturelles, il y a la petite touche Et oui. créative. Et Mmh. ça, l'IA, elle en est incapable. Et Carole Layet le dit très bien. L'IA, elle est ce que l'on en fait, nous, humains. Et on parlait de ce super pouvoir de mettre en commun. Pour arriver à faire du commun, il faut des alliés. Oui. Heu, c'est qui les alliés naturels de la com en entreprise? Oh, je ne sais pas s'il y a des fonctions antagonistes ou au contraire Allez, pro-communication. arrête Olivier, tu sais bien. Euh, Disons que moi, ça tenait souvent plutôt à la personnalité Ouais. voilà, qui tenait un poste donné.
Mais bon, allez, on va se mouiller un peu. Je dirais qu'à l'interne, le partenaire normalement tout désigné naturel, c'est la direction des ressources humaines, puisqu'elle Il y a travaille la aussi, marque voilà, employeur la et marque employeur. C'est pas toujours facile de travailler avec des DRH qui sont très, pour la plupart, contrôlants et mmh. très dans la procédure, etc., qui Et ont. très occupé à des tâches, enfin, comme les salaires, les Alors CSE, ça reste, bah, de toute façon, ça reste une tâche essentielle, hein. C'est voilà, peut-être ouais. pas la Mmh. plus glamour, mais Mmh. elle est essentielle. Si on n'a pas de bulletin de paie à la fin du mois, je pense que C'est ça. on râle. Mais bon, ça devrait être, c'est un partenaire naturel, mais c'est pas toujours facile de Mmh. travailler avec les DRH, le juridique également. Je comprends leur souci de blinder par rapport à des textes, à des possibles répercussions judiciaires, mais parfois c'est vraiment très dur de dialoguer avec eux parce qu'ils sont dans des systèmes en fait très normatifs, là où la com généralement décorsette un petit peu tout ça, essaie de trouver les points de convergence. Donc c'est des fonctions, en tout cas, j'ai toujours eu du mal. Mmh. En revanche, des fonctions où j'ai adoré vraiment travailler, mais c'est peut-être parce que mon papa était ingénieur dans l'industrie C'est la prod. sucrière. C'est la prod, l'industrie, Là aussi, c'est le euh, terrain. le terrain. J'adore ces gens-là Mmh. parce que d'abord, ils ont plaisir à transmettre généralement ce qu'ils font et ils sont très demandeurs. La Mmh. plupart sont à l'écoute. Vraiment, et j'ai un client à l'heure actuelle qui est sur un secteur en plus assez complexe puisque dans les déchets, mais ce sont des gens passionnés, sérieux et qui vraiment ont envie Oui. justement de transmettre et demandent à la com, aidez-nous à faire passer, enfin à faire expliquer mieux ce que l'on fait. Et après, pour finir, il y a bien sûr plein de convergences naturelles, c'est le marketing. J'allais t'en parler justement Évidemment, du même marketing. si les buts de l'un et de l'autre sont un petit peu différents, les techniques peuvent être les mêmes. Le marketing, c'est quand même susciter le désir et créer l'achat et la fidélisation. C'est avant tout ça le cœur de la relation. La com, c'est un petit peu plus complexe et moins facilement mesurable. D'ailleurs, c'est un peu C'est l'obstacle un qu'on a peu notre en problème à permanence. chaque fois, ouais. C'est de maintenir une bonne perception de nos produits, de nos services, de notre activité, de notre entité entreprise. Et c'est de se faire connaître, de se faire préférer, de se faire comprendre, Mmh. mais sans qu'il y ait une intentionnalité finale immédiate. Alors que le Mmh. marketing, le but, bah, c'est C'est de du vendre, ROI. Mmh. voilà, c'est de vendre. Ça s'arrête là. Et justement, toi, quand on te présente, enfin moi, ça fait quand même presque 10 ans que je te connais maintenant, tu es vraiment comme. Hem, est-ce que pour toi, c'est voilà, c'est vraiment séparé du marketing? C'est quoi l'organisation idéale? Comment tu vois ceux qui ont les 2 casquettes? Est-ce que ou est-ce que tu penses, voilà, vraiment que le mieux quand même, c'est de séparer Alors les 2 moi, fonctions? là-dessus, je suis partisan de la séparation des deux fonctions. D'abord parce que sinon, c'est un coup à devenir schizophrène. On Mmh. disait le marketing, c'est la vente, c'est Ouais. et tout ce que ça recèle derrière. Et c'est pas honteux, hein, mais c'est une autre approche. Et la com, on vient de le dire, c'est plus de Mmh. l'influence, de la Donc pour toi, réputation. faut séparer, quoi. Bien, alors, les deux fonctions doivent vraiment main dans la main travailler ensemble. Ça, c'est évident parce qu'une mauvaise réputation aide pas à la vente, C'est sûr. par exemple. Donc, on doit travailler main dans la main, mais ensuite, au quotidien, opérationnellement, il ne faut pas mélanger Mmh. les objectifs. Et ça a été d'ailleurs, et la com continue à l'avoir comme handicap. D'abord parce que souvent, elle est née aussi un peu avec comme une extension de la pub. Si on remonte dans les années 70-80, les premiers communicants se sont situés dans les services pub, marketing, Mmh. sponsoring, etc. Ce qui est un peu logique, puisque c'est un peu les gens très tournés vers l'externe. Ouais. Mais certains ont gardé le côté lessivier, quoi. Faut vendre, faut vendre, faut vendre. Ce qui fait qu'on a dévié un peu, parfois, beaucoup, vers une com cosmétique qui, en fait, ne fait que redire ce que la pub Ouais. venait de dire. Et ça, effectivement, pour moi, il faut séparer. Idéalement, une DIRCOM, c'est rattaché d'abord au PDG. Oui. Ça, c'est membre du COMEX. Alors, Mmh. c'est de plus en plus le cas, heureusement. Heureusement. Euh, Il y a 5 ans, on avait fait une étude, c'était moins de 35 des DIRCOM qui étaient au COMEX. C'est quand ouais, même et c'est un fou. vrai handicap parce que moi, Mmh. j'ai connu les deux positions, c'est-à-dire DIRCOM n'étant pas membre du COMEX, mais rattaché à un membre du COMEX. En l'occurrence, c'était le marketing et le Ouais, commercial. Alors, j'avais de la chance, j'avais un patron absolument génial qui me vraiment partagé. m'abreuvait, qui Mmh. me redonnait les infos. Mais si on baigne pas dans les discussions du COMEX, la com, on va vite être à sec, ou en tout cas, on va tourner à vide. Voilà, donc ça, c'est vraiment la configuration idéale.
Après, il y a un autre débat aujourd'hui qui est de dire est-ce que la RSE, le développement durable, c'est de la com? Pour moi, c'est comment dire, une expertise à part entière qui doit faire l'objet d'une direction. Là aussi, elle doit marcher main dans la main avec la com, parce qu'il y a des enjeux évidents de très grande envergure. Mais bien faire de la RSE, c'est un métier. C'est pas juste C'est faire des très jeux. technique. Et Écoute, c'est très technique, Olivier, et de plus en plus parce qu'on va avoir des reports, enfin les entreprises ont des reporting maintenant à faire, et c'est très sérieux. je te propose de passer à la troisième partie de cette interview, la com, une responsabilité. Alors, Cision vient de sortir un baromètre, le baromètre des marques engagées 2023. Et pour continuer cette conversation sur la direction RSE, il y a près de la moitié des DIRCOM qui trouvent que la direction RSE marche sur ses plates-bandes. Ça t'inspire quoi, ça? On va pas se cacher le fait que dans les grandes entreprises, il y a toujours des petites querelles de territoire, certains veulent être plus légitimes que d'autres. Euh, je le disais juste précédemment, la RSE, c'est une expertise de plus en plus pointue qui fait l'objet en plus maintenant d'un encadrement légal très Absolument. poussé au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial. C'est pas le rôle d'un communicant que de maîtriser toutes ces arcanes. À un moment donné, il faut savoir aussi reconnaître ses limites. Le communicant, il est là en effet pour comprendre comment fonctionne cette RSE, qu'est-ce que fait l'entreprise, est-ce qu'éventuellement elle le fait bien ou moins bien, enfin alerter en tout cas sur des points de vigilance et sur des Pour opportunités, choisir les combats pour aussi, choisir les peut-être. combats, que ce soit raccord justement avec l'activité de l'entreprise et pas complètement décorrélé. Il faut que ça vienne en fait du cœur de l'entreprise et pas de s'inventer un truc qu'on s'achète comme ça pendant 3 ans pour dire, voyez, on a été gentil, là, on a replanté des arbres sur 15 mètres carrés, 15 mètres carrés, c'est pas beaucoup, 15 000 hectares, par La exemple, courbe. aller au service de toutes les directions Ouais. pour les aider justement à mieux piloter leur communication, à mieux affiner leur message, Mieux impacté, mieux mieux. impacter, à s'adapter au public Mm. qui sont concernés. On est un facilitateur, voilà. Et ça doit s'arrêter là. Alors, si on se sent marcher sur les plates-bandes, ça peut être le cas si la RSE veut faire sa brochure dans son coin toute seule, alors qu'un communicant généralement connaît la meilleure façon de faire des outils qui vont être Oui, utiles et qui vont être même ergonomiques si on parle de digital. Mais voilà, c'est une parce qu'en association. revanche, la RSE est devrait être complètement intégrée à la communication corporate. Ça fait partie de l'entreprise. Pour C'est. moi, elle est un des éléments qui nourrit la communication Mm, corporate, comme le marketing, mm, comme les RH, la marque employeur, mm. voire les activités industrielles, parce que tout ce qui est autour de la R&D, de l'innovation, etc., c'est aussi un élément, un marqueur fort de l'identité corporate d'une entreprise. Et le communicant, si j'ose dire, je vais prendre une illustration culinaire, mais c'est celui qui va faire la sauce et Ouais. lui donner du goût, et tout en respectant l'originalité et la véracité des ingrédients. Voilà. Et notre fameuse raison d'être, Alors, ou que la tu raison d'être, as. c'est un travail collectif, encore une fois. Le communicant est là, en effet, pour aider à accoucher de ça, clairement. Là, il est un petit peu enfin, pas le chef d'orchestre, c'est pas lui qui va tout décréter et tout diriger, mais il est capable, de par sa vision justement très complète, il va être capable je dirais, de synthétiser, de repérer les éléments vraiment, les preuves tangibles autour d'une raison d'être ou autour de valeurs, parce que ça peut se traduire un peu différemment, et éviter que ce soit juste des trucs placardés sur les murs. On est gentil, on est numéro un, on est les rois de l'innovation, et puis derrière, il n'y a plus rien. Bon, ça, le communicant peut aider à faire vivre en plus les valeurs Alors, ensuite. c'est marrant dans ton ouvrage, en tout cas le résumé que j'en ai lu, tu parles de raison d'être, mais tu parles aussi de raison de venir, Oui, que je trouve intéressant. Alors, la raison de venir, ça marche pour les employés, les ben clients, c'est quoi? non, j'ai lu ça dans une interview il y a quelque temps. Alors je sais plus qui avait dit ça, mais la personne en fait s'énervait un peu sur la raison d'être qui était devenue le nouvel horizon des communicants, notamment pendant le Covid justement, où tout le Absolument. monde voulait je donne un respirateur, ça y est, ma raison Ouais, d'être ouais. est trouvée. Bon, faut arrêter un moment, ça s'appelle de la solidarité, c'est tout. La personne disait bon, au lieu de chercher des raisons d'être, déjà donnez-moi des raisons de venir.
J'ai bien aimé le jeu de mots parce qu'effectivement, c'est bien de se connaître, c'est essentiel même, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'entité, mais encore faut-il que l'entité, effectivement, donne envie ensuite de venir et pas juste de décréter qu'elle est comme ci, comme ça, sachant que bah, la réalité, elle est toujours un petit peu décalée. C'est de s'appuyer sur ces vrais points authentiques, Mmh. de les faire connaître, peut-être même les améliorer, d'avoir vraiment bah, dire ce qu'on est et Mmh. point barre, sans en faire tout un buzz autour. Et c'est à cette condition que les gens auront envie de venir en tant que client, en tant que collaborateur, en tant que fournisseur, qu'un journaliste aura envie de parler de manière peut-être plus positive d'une activité, d'une entreprise. Si je reprends un peu le baromètre, il nous dit que 75% des communicants pensent que s'engager pour une marque, c'est une question de survie, hein. C'est pas nice to have, c'est une question de survie. T'en penses quoi? Alors, tout dépend ce que l'on entend par engagement, parce qu'il y a tellement de formes d'engagement. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et ça, plein de sondages le montrent à répétition, c'est que l'opinion publique, en règle générale, attend des entreprises euh, pas seulement d'être des pourvoyeurs de produits ou de services, mais d'avoir une contribution sur la société. Alors, par l'emploi, bien sûr, hein, mais aussi des choses beaucoup plus fondamentales, le respect des Mmh. collaborateurs, la diversité, l'inclusion, la condition de le faire vraiment et bien, pas juste le déclarer et puis au Mettre un quotidien. baby-foot? Oui, voilà, le truc du baby-foot et du panier de fruits, et puis après vous avez un manager toxique qui vous hurle C'est ça. dessus en permanence. J'ai connu, hein. Donc ça, ça y est, ça bluffe plus personne. Mais c'est vrai qu'on attend que les entreprises, non pas se substituent aux politiques, et d'ailleurs, ça serait vraiment pas à encourager. Les politiques sont les politiques, mais l'entreprise est une force de progrès. Elle Fassent peut leur aider. part. Elles Mmh. fassent leur part et déjà sur leur périmètre à elles. Mmh. Je prends un exemple. Une entreprise qui a coutume de beaucoup polluer, beaucoup émettre de CO2, ben, qu'elle travaille en priorité justement sur la façon dont elle pourra diminuer progressivement Son ses empreinte émissions, carbone. de trouver de nouvelles solutions. Peut-être que ça sera une petite goutte par rapport à tout l'enjeu, mais c'est la contribution de l'entreprise. Est-ce qu'il faut communiquer là-dessus du coup? Oui, oui, Mmh. oui, oui, tout à fait. Communiquer, bah, annoncer ce qu'on fait, mais surtout communiquer les avancées, voire les reculs. Mmh. Je prends un exemple parce que j'en parle dans le livre, c'est Lego qui, il y a 2 ans, avait dit, bah, on va les petites briques de plastique, on va terminer le plastique tout nouveau, on va recycler Mmh. du plastique pour faire à nouveau des briques. Et puis 2 ans plus tard, machine arrière, annonce du PDG au niveau monde, on va maintenant privilégier la réutilisation des briques, de l'économie circulaire en quelque Ouais. sorte, parce qu'on s'est aperçu que le recyclage avec du plastique usé, et ben, paradoxalement, ça générait plus d'émissions de CO2. Alors certes, ça pouvait être perçu comme Ouais. vertueux parce que bah, on recyclait, mais que les processus industriels pour réutiliser du plastique qui soit suffisamment solide, pas dangereux, etc., pas toxique, ça générait du CO2 en plus et du coup c'était contre-productif. Et Même là, si on c'est contre-intuitif voit, ouais, quand on dit ça. on voit ô combien c'est très technique, hein, l'environnement. Ah Et bah, contrairement à ce qu'on peut croire, effectivement, il y a des choses oui, qui sont beaucoup plus complexes, quoi. j'irais les radicalisés Mm. verts qui Mm. yaka faucon tout de suite maintenant. Ouais, c'est Moi, plus je les invite à compliqué. aller voir une entreprise ou même des agriculteurs. Les processus, bien sûr qu'on peut les changer. Technologiquement, on sait le faire. C'est une question de volonté, mais ça va pas aussi vite qu'on le croit. Mm. Transformer une entreprise, transformer même tout simplement une société. Aujourd'hui, on est encore dépendant des énergies fossiles. On sait très bien qu'il faut qu'on réduise drastiquement la consommation et qu'on se tourne vers d'autres formes d'énergie, ça on le sait. Mais la cadence ne peut pas se changer comme ça en 1 an ou en 2 ans, ce sont des feuilles de route un peu plus longues. Alors, ce qui est triste, c'est qu'il y a des résistances dans l'autre sens aussi, ce qui fait qu'on est à U et à dia et qu'on n'a pas l'impression C'est donc d'avancer. là, pour reprendre le début, la communication d'entreprise va-t-elle mourir? C'est là où la communication a un rôle de trouver ce consensus, d'expliquer avec Oui, toute sa pédagogie, et son, d'expliquer aussi et de convaincre son COMEX. Parce ouais, que mm, pour de bonnes ou mauvaises raisons, certains veulent le ralentir. Alors, le ouais, directeur financier, par exemple, lui, il voit son tableau Excel avec toutes ses variables. Et lui, il va vite calculer que si on ouais, fait telle opération, ça va dégrader la marge de temps et que ça, c'est pas bien parce que l'actionnaire va pas être content. Ce qui est vrai, hein, ça mm, peut arriver, mais il faut arriver à dépasser ce cap
Il y a la Maïf, par exemple, je trouve, qui est une entreprise qui fait beaucoup de choses là-dessus Mmh. et qui n'hésite pas à affronter ces paradoxes Qui est et entreprise à mission qui est d'ailleurs, hein? entreprise à mission et Mmh. qui dit clairement, on va faire les deux. C'est-à-dire, on va s'engager, on va continuer notre business et pas faire le business au détriment de l'engagement ou l'engagement au détriment du business. Ça fonctionne de pair. Et ça, le communicant, ben justement, il peut aider à mettre Mmh. de l'huile, mais aussi à sensibiliser. Il y a vraiment une évangélisation dans son rôle sur ce sujet-là qui est très forte. OK. Hem, pour te connaître un petit peu mieux, est-ce que, tu as une série ou une saga que tu adores? Et puis, dans cette série-là, qui serait le dire comme? Moi, je te donne un exemple assez classique. Je suis fan de Star Wars comme des millions de milliards de gens, je pense. Moi, je pense que si il y avait un dire comme dans Star Wars, ce serait la reine Amidala et d'ailleurs, elle meurt. Donc, ça m'embête un peu. Toi, est-ce que tu as une série que tu aimes beaucoup et à ton avis, qui serait le dire comme? Alors c'est compliqué parce que je suis un gros consommateur de séries Donc, tu as plein de gens qui te viennent et en ouais, tête. j'ai plein de gens qui me viennent en tête et qui et puis c'est un peu la série du moment. En ce moment, je suis en train de regarder une série sur Canal+, qui est le fruit d'un livre enquête d'ailleurs qui s'appelle D'argent et de sang et D'accord. qui est une série à inspirer de faits réels de fraudeurs à la taxe carbone justement. Et donc, la série raconte l'histoire d'un policier avec sa petite équipe qui a démonté tout le système qui est très complexe. Bon, voilà, je spoil pas la suite parce que sinon, je vais me faire assassiner. Et bah, dans cette série, j'aime bien le personnage de l'inspecteur. Bon, déjà parce qu'il essaie de remettre les choses Ça, c'est ton côté dans le journaliste. bon ordre. Oui, ça, ça me quittera jamais de toute façon. Mais il essaie aussi de convaincre justement Mhm. plein d'autres services de collaborer avec lui. Alors certains refusent, parce qu'ils ne comprennent pas, c'est trop compliqué, c'est assez financier, c'est très virtuel. C'est en fait de la fraude à la TVA, mais puissance 1000. Et on voit, il a un travail d'évangélisation, il arrive à bien faire ça, et paradoxalement, il a un rôle qui est assez touchant d'ailleurs, où sa fille, il a du mal à établir le dialogue avec elle. Elle est droguée, elle est sous la coupe d'un petit ami ultra toxique, et on sent voilà, le rapport qui se distend, qui se retend, et c'est toute la complexité de l'humain. Et finalement, moi, c'est ce que j'aime bien, et c'est ce que doit percevoir un communicant, percevoir la complexité, mais savoir la rendre après accessible, compréhensible. C'est vraiment ça pour moi qui me motive le plus. Et dans la com d'entreprise, c'est ce qui m'a toujours poussé. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux gens qui nous écoutent, aux professionnels de la communication, aux futurs communicants? Peut-être un conseil, la nouvelle génération de communicants devra être... Bah, essayer en toutes circonstances. Je sais que c'est super dur parce que les plannings, les agendas au quotidien, c'est dément, on multiplie les réunions, les demandes, ça va, ça vient. Mais essayer de temps en temps de s'extraire du flux pour prendre le temps justement de se cultiver, de voir d'autres cas d'études, de lire, de regarder des documentaires, de réfléchir et puis de se poser aussi. Il y a un livre qui vient tout récemment de sortir, mais je vais en faire la pub d'abord parce que son auteur est un ami, et puis quelqu'un que je respecte infiniment parce qu'il a été un des pionniers justement pour vraiment formaliser ce que devait être la com, c'est Thierry Libert. Il a sorti son livre Le plan de communication, c'est la 6e édition, parce qu'elle est remise à jour au fil des ans. Et il insiste sur la nécessité de cet exercice, le plan de com. Il ne s'agit pas de tout planifier à l'avance et de dire, voilà, dans 2 ans, on va faire ça, il va se passer ça et on fera ça. Et Pas d'avoir du un tout. cap, quoi. C'est de se donner un cap, une perspective, en s'appuyant bien sûr sur les enjeux de l'entreprise. Et cette espèce d'épine dorsale va continuer à guider l'action de la communication. Ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il y aura toujours des petits détours, il y aura toujours des imprévus qu'il faudra traiter, mais au moins on a un cap. Parce que là, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on cavale un petit peu comme le hamster dans sa roue. Il pédale, il pédale, il pédale, et puis à force de pédaler, ça devient tellement normal que ça tourne, Ouais. qu'on tourne, on tourne, on tourne, mais on ne sait plus finalement quelle est la finalité de tout ça. Et c'est compliqué parce que si nous-mêmes on n'est pas capable d'expliquer cette finalité, c'est pas Notre propre d'autres. raison d'être, Voilà, notre finalement, en propre tant que raison dire d'être, c'est comme. pas d'autres qui vont nous l'expliquer et vont repartir dans les poncifs. Là, comme ça sert à rien, C'est que de la com, c'est quoi. de la paillette et c'est des plumes. Ça, c'est des expressions que j'ai entendues. C'est que de la com. Et bah non, la com, c'est au contraire beaucoup plus fondamental. Même si, désolé, messieurs les financiers, ça se mesure pas aussi précisément
que des ventes ou que la météo. Eh ben, écoute, Olivier, merci vraiment Ben, merci. infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu t'es bien senti. Ah non, non, merci pour ce temps, en tout cas, Mmh. accordé. Eh ben, écoute, c'était un plaisir. J'ai une toute dernière question. Alors, si tu as passé un bon moment avec nous, est-ce que tu aurais une personne à nous conseiller pour passer un bon moment avec nous? Et si tu as passé un mauvais moment avec nous, une personne que tu n'aimes pas Oh, qui viendrait passer un mauvais moment avec nous? alors, je vais pas dire de nom parce que là, on va partir dans les embrouilles. J'ai pas tant d'ennemis que ça, mais j'en ai deux, trois. Bon, j'irais pour passer un mauvais moment et le secouer un peu, quelqu'un qui est justement omnubilé par la com cosmétique, qui est dans le paraître et qui est que là pour vraiment dans le sillage de son PDG et qui ne cherche à rien voir d'autre. Ça, voilà, pour un pire Je ennemi, fais je lui ça. souhaiterais ça. À quelqu'un de sympa, il y en a tellement que je risque de faire des jaloux. Bon, j'ai parlé de Thierry Libert déjà parce que franchement, c'est vraiment quelqu'un que je trouve On essaiera de le faire venir ah ouais, sur Common Leaders alors. remarquable. Mmh. Et après, dans les DIRCOM, alors je ne connais pas tous les DIRCOM, hein, mais dans ceux que j'ai pu approcher, il y en a un que j'avais interviewé sur mon blog l'an passé. C'est Charles Hufnagel, qui est actuellement le directeur du groupe Carrefour et qui a un profil très atypique parce que lui, il a fait des allers-retours entreprise politique. Juste avant Carrefour, il était le communicant d'Édouard Philippe lorsqu'il était Premier ministre. Mmh. Et je l'avais découvert justement dans un documentaire où il apparaissait et j'avais trouvé marrant le regard, enfin, les réflexions qu'il faisait. Il a accepté de l'interview et franchement, la profondeur de son discours, c'était très intéressant parce qu'il était atypique. Et un autre atypique que je vais mettre, et je m'arrête là après, mais c'est le DIRCOM du Racing Club de Lens, le club de football, Ah, Benjamin Parot. j'ai vu ton article Alors de qu'il y a blog. aussi le marketing, mais les enjeux dans le foot sont un petit peu différents. C'est pas aussi corporate que les grandes entreprises, mais je trouvais intéressant de faire valoir son point de vue et qu'il nous raconte lui son vécu, parce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer aussi dans la com, et notamment dans toutes les opérations pour valoriser le club. Il insistait beaucoup, il s'appuyait en permanence sur l'identité et le Sur terroir du club, l'histoire de Lens. sur l'ADN, et il ne cherchait pas à réinventer ou faire un super truc pour se faire plaisir lui en tant que DIRCOM et dire c'est moi qui l'ai fait. Il s'est ancré totalement. Et ça, c'est hyper fondamental. Eh ben, merci encore et puis à Merci. très bientôt et À puis bientôt. plein de succès à ton prochain livre. Merci. Au revoir.